Le marché vous donne la réponse que les ministères refusent d'admettre. Une Dacia Sandero ou une Golf thermique se revend en moins de 30 jours sur le marché de l'occasion. Une électrique adulée perd la moitié de sa valeur en 3 ans. Les acheteurs, eux, votent avec leur argent et ils achètent exactement ce qu'on a décidé de faire disparaître. Pendant qu'on votait l'interdiction du thermique pour 2035, 10 modèles neufs, essence et diesel, continuaient de battre tout le reste en fiabilité et en valeur. Ces 10-là, ils sont encore en concession aujourd'hui. Demain, ce n'est pas garanti. Prenez la Mazda 2, la voiture la plus fiable d'Europe en 2026. Pas selon moi, selon le TÜV, le contrôle technique allemand, celui qui ne fait pas de sentiments et qui passe au crible 9,5 millions de véhicules. Taux de défaillance significative sur une voiture de 2 à 3 ans, 2,9%. Vous savez pourquoi? Parce que Mazda a fait le choix inverse de tout le monde. Pendant que les autres downsizaient à mort, Mazda a gardé un bloc atmosphérique, le Skyactiv G. Pas de turbo fragile, pas de courroie qui baigne dans l'huile, de la mécanique honnête qui respire par elle-même, qui ne force pas. Mazda a préféré payer quelques amendes CO2 plutôt que de vous vendre une bombe à retardement. Résultat, ça dure. Regardez la Mazda 3, même philosophie, même bloc atmosphérique, juste un cran au-dessus en gabarit. La Mazda 3, c'est une compacte qui se conduit comme une voiture de gens qui aiment encore conduire. Dans les deux cas, vous montez à bord, c'est cousu, c'est sérieux, et dans 10 ans, ça roulera toujours. Mazda, 5e marque la plus fiable du classement 2026, derrière 3 autres japonais et un seul nom dans le viseur de tout l'Occident industriel. Parce que voilà le palmarès. Et il ne plaît à personne dans les cabinets ministériels. Toyota 1er, Lexus 2e, Honda 3e, Suzuki 4e, Mazda 5e. Les Coréens, Kia et Hyundai juste derrière. Et les Européens, loin, très loin. On en reparle. Parce qu'il y a une exception européenne que je vais vous nommer et elle va vous surprendre. Restons sur les japonais, parce qu'il y en a 2 que je n'ai pas envie de bâcler. La Suzuki Swift. Suzuki, marque notée 8,50 sur 10 en fiabilité perçue, devant absolument tout le monde, Toyota inclus. La Swift, c'est l'une des rares citadines qui consomme vraiment moins de 5 litres au 100 dans la vraie vie, pas sur la plaquette commerciale qu'on agite en concession. Et ce n'est pas un hasard. Poids-plume, mécanique simple, pas de surenchère technologique. Le genre de voiture où la révision annuelle ne vous coûte pas un bras, où les pièces sont données, où le garagiste ne fait pas la grimace quand vous ouvrez le capot. Sur 10 ans de détention, c'est des milliers d'euros d'entretien que vous ne sortez pas. Et une décote ridicule, parce que ceux qui en ont une savent ce qu'ils tiennent. Ils ne la lâchent pas. Et puis la petite dernière des increvables sans prétention, la Toyota Aygo X. Un 3 cylindres essence atmosphérique, 1 litre. Pas de turbo, pas d'hybride compliqué, pas d'électronique qui vous lâche à la première canicule. C'est presque trop simple, et c'est exactement ça la force. Moins il y a de pièces, moins il y a de pièces qui cassent. Toyota, première marque mondiale en fiabilité, affiche un taux de panne de 8% seulement sur les véhicules de plus de 10 ans. 10 ans. La plupart des autres en sont à pleurer avant les 5. Vous prenez l'Aygo X, vous la conduisez, vous l'oubliez. C'est exactement ce qu'on demande à une voiture, qu'elle se fasse oublier. Qu'elle ne soit jamais le sujet de conversation au dîner parce qu'elle vient encore de vous coûter 1 200 €. Maintenant, le contraste. Et accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient sale. Pendant que Mazda et Toyota faisaient durer, un autre constructeur faisait l'inverse. Stellantis, le groupe Peugeot, Citroën, Opel, DS. Le bloc s'appelle PureTech. Le 1,23 cylindres qu'on a fourré sous le capot de millions de 208, de 2008, de C3, vendu comme la voiture du français moyen, la voiture accessible, la voiture du quotidien. Et c'est précisément pour ça que j'ai fini par écrire tout ça noir sur blanc. Parce qu'en garage, la question revient 10 fois par semaine. Celle-là, je peux y aller ? J'ai donc rassemblé dans un guide les modèles à fuir et ceux à choisir, millésime par millésime, moteur par moteur, avec les codes exacts à vérifier sur la carte grise avant de signer quoi que ce soit. C'est le guide 20 modèles à fuir, 10 à choisir. Il est sur heurdelauto.com dans la boutique à 12,90 €. Pas un catalogue publicitaire, le carnet que j'aurais aimé pouvoir glisser à chaque client avant qu'il aille se faire avoir en concession. On continue, parce qu'il reste des survivants à nommer, et il y a cette fameuse surprise européenne. Skoda, oui, Skoda, une marque du groupe Volkswagen. Et pourtant, l'Octavia, la Fabia, elle tourne avec le bloc 1,5 TSI de la famille EA211. Et ce moteur-là, contrairement au PureTech, il a une courroie sèche,
à l'air libre, fiabilisé depuis 2015, qui passe les 250 000 km quand on l'entretient correctement. Vous voyez la différence? Même époque, même contrainte réglementaire de Bruxelles, deux ingénieries opposées. L'un a choisi de protéger le moteur, l'autre a choisi de protéger sa courbe de CO2. Devinez lequel finit chez moi en réparation. Mais attention, et c'est là que je vais être honnête avec vous, parce que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Tous les TSI ne se valent pas. Les vieilles générations, les EA111 d'avant 2012, c'était une autre histoire. Consommation d'huile démentielle, chaîne de distribution qui s'allongeait, des moteurs qui buvaient l'huile comme l'essence. Et le 1,4 TSI Twin Charger, lui, demandait souvent un remplacement de compresseur avant 100 000 bornes. Donc quand je vous dis TSI fiable, je parle du 1,5 EA211 à courroie, des versions récentes. Le code moteur compte, la génération compte. C'est exactement pour ça que la marque seule ne suffit jamais. Il faut regarder sous le capot, pas sur le logo. L'Octavia, donc, c'est la berline rationnelle par excellence. Un coffre de corbillard, une conso contenue, zéro chichi. La Fabia, plus spacieuse qu'elle n'en a l'air, sans hybride forcé, sans gadget inutile. Pourquoi Skoda s'en sort mieux que ses cousines premium du même groupe? Parce qu'on y a mis moins d'électronique tordue, moins de couches de logiciels entre vous et la route. Et ça, votre portefeuille le ressent à chaque passage au garage. Moins il y a de capteurs, de calculateurs, d'écrans tactiles, moins il y a de choses à tomber en panne. C'est une évidence de bon sens que l'industrie a passé 20 ans à vous faire oublier, à grands coups de publicité sur la voiture connectée. Même bloc, la Volkswagen Golf. Et là, je vais faire quelque chose que vous n'attendez pas. Je vais la défendre, à moitié. La Golf, mécaniquement, sur le 1,5 TSI, c'est une référence. Une vraie. Châssis sain, moteur prouvé, finition d'un cran au-dessus. Vous pourriez croire que je vais vous la recommander les yeux fermés. Eh bien non, parce qu'il y a un piège, et il porte 3 lettres. DSG. La boîte automatique à double embrayage. Sur le papier, c'est génial. Des passages de vitesse fluides, rapides. Dans la durée, sur certaines générations, c'est une source d'ennui et de factures que vous n'avez vraiment pas envie de connaître. Mécatronique, embrayage, c'est cher, c'est récurrent. Donc la Golf, oui, mais en boîte manuelle. La bonne vieille boîte mécanique que personne ne veut plus parce que c'est trop simple, trop fiable et surtout pas assez rentable en pièces détachées pour le réseau. Prenez la manuelle et vous tenez une excellente voiture pour 15 ans. Prenez la automatique en fermant les yeux et vous redeviendrez un client régulier de votre concession. À vous de voir. Bon, le budget maintenant, parce que tout le monde n'a pas 30 000 € à poser sur la table, et c'est même de moins en moins de gens. La Sandero, le meilleur calcul financier du marché, point final. Elle démarre autour de 12 660 € en neuf chez les mandataires. 12 600 €, une voiture neuve, garantie, avec une fiabilité éprouvée. Et surtout, elle ne s'effondre pas à la revente. Valeur résiduelle autour de 15 500 € sur les modèles récents, parce qu'elle est demandée partout, tout le temps, par tout le monde. Peu d'électronique, de la mécanique simple que n'importe quel garage de campagne sait réparer avec les pièces du coin. Sans diagnostic à 200 € et sans attendre 3 semaines une pièce qui vient d'Allemagne. Et il y a mieux. La motorisation EcoG, la bicarburation essence GPL, le nouveau bloc 120 chevaux, 2 réservoirs, jusqu'à 1560 km d'autonomie. Vous traversez la France entière sans vous arrêter à la pompe. Et vous roulez à un carburant 2 fois moins cher que le sans-plomb sur lequel le malus écologique ferme les yeux. Un carburant qu'on peut stocker, distribuer, sans dépendre du bon vouloir d'une centrale ou d'un câble. Dans le contexte actuel, où on vous explique que l'avenir c'est de brancher votre voiture la nuit en priant pour que le réseau tienne, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça de l'autonomie, au sens propre du terme. Le Duster, c'est la même recette en plus haut, en plus costaud, robuste, demandé, revendu en moins de 30 jours quand vous décidez de vous en séparer. Le SUV qui ne joue pas à être autre chose que ce qu'il est. Pas de prétention, pas de faux luxe, pas d'écran de 15 pouces qui plante et qui coûte 1800 € à remplacer hors garantie. Du tôle, du moteur, des roues et de quoi charger la remorque. Et c'est exactement pour ça qu'il dure et qu'il garde sa valeur quand les SUV bardés d'électronique des concurrents décotent comme des pierres jetées dans un puits. On a fait 9, vous comptez ? Il manque le 10e. Et le 10e, c'est une provocation assumée. La BMW Série 1. Oui, une allemande premium. Sur une liste où je viens de passer 10 minutes à expliquer pourquoi les Européens sont à la traîne. Mais le TÜV ne ment pas. Meilleur compact du classement 2026, taux de défaillance 5,8%.
Et surtout, c'est l'un des derniers refuges du diesel compact qui tient encore vraiment la route. Le moteur diesel BMW sur les gros rouleurs, c'est de l'horlogerie suisse dans une carrosserie bavaroise. Alors, je sais ce qu'on vous a raconté sur le diesel, qu'il était fini, sale, condamné, l'ennemi public numéro 1. Laissez-moi vous poser une question et sortez votre calculatrice, parce que là, on parle de votre argent. Si vous faites plus de 20 000 km par an, savez-vous combien le diesel vous fait économiser face à un équivalent essence? Entre 600 et 800 € par an, tous les ans. Faites le calcul sur 5 ans de détention. Ça fait entre 3 000 et 4 000 € qui restent dans votre poche au lieu de partir en fumée à la pompe. Et le diesel moderne, avec son filtre à particules, son injection à rampe commune, n'a plus rien à voir avec le nuage noir qu'on agite devant vous pour vous faire peur et vous pousser vers l'électrique. Mieux, le malus écologique, basé sur le CO2, favorise encore le diesel, parce qu'un diesel émet moins de CO2 qu'un essence équivalent. La fiscalité elle-même reconnaît ce qu'on vous interdit de dire à voix haute. Donc pour le gros rouleur, le diesel reste imbattable. Et à côté de la série 1, vous avez l'Audi A3 en TDI, l'une des toutes dernières berlines compactes encore disponibles en diesel neuf, et le Kia Sportage en 1,6 CRDI micro-hybridé. Le diesel n'est pas mort, on a juste décidé de le tuer. Nuance. Maintenant, parlons valeur, parce que le titre dit « Vale le coup » et « valoir le coup », ce n'est pas seulement tenir mécaniquement, c'est garder son argent. Et là, les chiffres sont une gifle. Une Toyota RAV4 achetée 40 000 € se revend autour de 30 000 3 ans plus tard. Une décote de 25%. Une électrique adulée, sur la même période, en perd la moitié. La moitié! Vous achetez à 40, vous revendez à 20. Vous avez payé 20 000 € pour avoir roulé 3 ans. Et même le premium allemand thermique, les Audi Q5, les Mercedes classe E, les BMW série 3 ne dépassent jamais les 40% de décote à 3 ans, pendant que certaines électriques pulvérisent ce plancher. Quant aux japonaises, et c'est ce qui rend fou les vendeurs, elles se revendent à des tarifs honorables, quel que soit le kilométrage. Une Mazda à 150 000 bornes trouve preneur, parce que tout le monde sait qu'elle en fera encore 150 000. La fiabilité ne protège pas seulement votre moteur, elle protège la valeur de votre patrimoine roulant. Une Golf, un Duster, ça part en moins d'un mois sur les plateformes. Une électrique de 3 ans, elle, traîne. Et plus elle traîne, plus elle décote. Le serpent qui se mord la queue. Et c'est là qu'il faut regarder l'autre bout du tableau. Parce que pour comprendre pourquoi ces 10-là valent encore le coup, il faut voir ce qu'on essaie de vous vendre à la place. Le Tesla Model Y. La voiture qu'on vous présente comme l'avenir, la modernité, l'évidence absolue. Son taux de défaillance au TÜV 2026, 17,3%. Le pire score relevé depuis 10 ans sur une voiture de 2 à 3 ans. Toute catégorie, toute motorisation confondue. Le Model 3 le suit avec 13,1%. Faites le calcul une dernière fois. La Mazda 2 thermique, c'est 2,9%. Le Model Y, c'est 17,3%. 6 fois pire pour beaucoup plus cher. Vendu comme le progrès, la voiture qui va sauver la planète et votre porte-monnaie, voilà l'avenir radieux qu'on vous prépare pendant qu'on retire discrètement les survivants thermiques des catalogues. Et pendant ce temps, non, mais vraiment, prenez la mesure de ce qui se joue ici. Pendant ce temps, on a signé en mars 2023 l'interdiction pure et simple de vendre du thermique neuf en 2035. Décidé, voté, acté. Sauf que, quand l'Allemagne a tapé du poing sur la table pour sauver les moteurs de Porsche, comme par magie, en quelques jours, on a trouvé une exception, les carburants de synthèse, les e-fuels. Traduction concrète, en français de tous les jours, l'interdiction vaut pour vous, pour la Sandero du retraité, pour la Clio de l'ouvrier qui part au boulot à 5 h du matin, pas pour le coupé sportif à 150 000 € de celui qui a les moyens de payer des avocats et des lobbyistes à Bruxelles. La règle pour le peuple, l'exception pour le club. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans le texte de l'accord. Et les ZFE, ces zones où on voulait vous interdire de rouler dans votre propre ville avec votre propre voiture parce qu'elle avait le mauvais autocollant collé sur le pare-brise, l'Assemblée nationale a voté leur suppression en mai 2025, puis de nouveau dans la loi de simplification au printemps 2026. Reconnaissant, après des années d'entêtement,
Ce que vous saviez depuis le premier jour, que c'était injuste, que ça frappait d'abord ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture tous les 4 ans et que ça ne changeait rien à la qualité de l'air. Alors attention, soyons précis, parce que je ne veux pas vous raconter d'histoire. Ce n'est pas encore définitivement gravé dans le marbre. Il reste des verrous dans la procédure, ça peut encore coincer. Mais le vent a tourné. Ils ont reculé. Et ça, retenez-le bien. Ils ont d'abord imposé dans la précipitation et la certitude, puis ils ont reculé. C'est vous qui aviez raison depuis le début. Ça ne vous rendra pas l'argent dépensé pour vous mettre en conformité, mais ça dit quelque chose. Alors quand je vous dis que ces 10 voitures valent encore le coup, mesurez bien le poids du mot « encore », parce que le marché de l'occasion, lui, a déjà tout compris, bien avant les ministères et leurs cabinets de conseil à millions. Les gens qui achètent d'occasion ne lisent pas les communiqués de presse triomphants. Ils regardent ce qui dure, ce qui ne les trahit pas un matin d'hiver sur le parking. Et ils achètent, avec leur propre argent, librement, exactement ce qu'on passe son temps à vous expliquer qu'il ne faut surtout plus vouloir. La vérité, elle est simple, et elle tient en une phrase de Mécano. Une voiture fiable garde sa valeur. Une voiture fragile la perd. Et tout le reste, les normes, les seuils, les grands discours sur la planète signés par des gens qui se déplacent en jet privé d'un sommet à l'autre, ce n'est que du bruit autour de cette seule règle. La fiabilité, ce n'est pas un luxe de passionné ou une lubie de vieux nostalgiques. C'est la seule protection qui vous reste quand votre voiture est devenue, pour la plupart des foyers, le 2e poste de dépense après le logement. Ces 10 modèles, vous les avez maintenant. Notez-les, photographiez l'écran, comparez-les froidement à ceux qu'on vous pousse en concession, avec le grand sourire, le café offert et le financement étalé sur 60 mois pour mieux cacher le prix. Et avant de signer quoi que ce soit, posez-vous une seule question, la seule qui compte vraiment. Dans 10 ans, est-ce que cette voiture roulera encore ou est-ce qu'elle aura déjà fini à la casse, batterie morte ou moteur grippé, pendant qu'une Mazda achetée en 2026 tournera toujours, tranquillement, comme une horloge? Parce qu'au fond, on ne vous a jamais vraiment demandé de choisir une meilleure voiture. On vous a demandé d'accepter une moins bonne, plus chère, et de dire merci.